Renaud Cavalier n'avait pas prévu de penser à elle ce soir-là. Il n'avait pas prévu grand-chose de ce mois d'octobre. Pas la pluie fine qui ne cessait pas depuis 4 jours, pas l'appel de sa mère un mardi soir à 22 heures, et certainement pas la conversation qui avait suivi dans le salon de la maison familiale à Neuilly-sur-Seine, avec son père assis dans le fauteuil où il vivait désormais la moitié de ses journées depuis l'AVC. Renaud était arrivé avec une chemise encore légèrement humide des épaules, un dossier sous le bras, l'esprit déjà posé sur les chiffres du chantier de la Défense qui devait livrer en février. Il n'était pas prêt. Il ne l'était jamais pour les conversations qui commençaient par le silence de sa mère. Quand Éliane Cavalier se taisait de cette façon-là, les mains jointes sur la table, le dos droit, les lèvres légèrement serrées, c'était qu'elle avait quelque chose à dire qui ne se disait pas facilement. Son père, Gérard, avait parlé le premier. La voix était lente depuis l'AVC. Les mots arrivaient avec une prudence que Renaud avait mis du temps à ne plus confondre avec de l'hésitation. Ce n'était pas de l'hésitation, c'était de la précision. Chaque mot pesé, choisi, déposé. Gérard Cavalier avait raconté une histoire que Renaud n'avait jamais entendue. Ou peut-être qu'il avait entendu en fragments, à des âges où les enfants n'écoutent pas ce que les adultes disent entre eux à voix basse. 31 ans plus tôt, la Cavalier Développement n'existait pas encore sous ce nom. Elle s'appelait encore Cavalier & Fils, une petite entreprise de construction que le grand-père de Renaud avait fondée dans les années 60 et que Gérard avait hérité criblé de dettes à la mort de son père. Il y avait eu une période, 8 mois, 9 peut-être, où tout aurait pu s'effondrer. Fournisseurs qui coupaient le crédit, banques qui fermaient les portes, chantiers qui s'arrêtaient faute de trésorerie. Et puis, il y avait eu Henri Ferrand. Renaud avait entendu ce nom 1 ou 2 fois dans son enfance, associé à des expressions vagues, un ami de confiance, quelqu'un de bien. Il n'avait jamais cherché à en savoir plus. Ce soir-là, son père lui raconta ce que ce nom signifiait vraiment. Henri Ferrand avait injecté l'argent qui avait tout sauvé. Pas un prêt documenté, pas un contrat signé chez un notaire. Une parole donnée entre 2 hommes dans un café de la rue de Rivoli, en 1994. Henri Ferrand avait dit qu'il ne voulait pas de remboursement financier. Il voulait que les familles restent liées. Les termes exacts n'avaient jamais été formulés clairement. Les 2 hommes s'étaient compris sans avoir besoin de préciser. Et dans cette compréhension tacite, il y avait eu quelque chose qui ressemblait à une promesse. Henri Ferrand était mort 3 ans plus tôt. Sa femme, Marcelle, avait 90 ans et vivait à Aubervilliers avec sa petite fille. La fille unique d'Henri et Marcelle, la mère de Lucie, était morte d'un cancer du sein quand Lucie avait 16 ans. Le père de Lucie avait disparu avant cela. Il ne restait que Lucie et la vieille Marcelle dans un appartement de 36 mètres carrés, et Marcelle elle-même ne serait plus là pour longtemps. Éliane Cavalier avait dit tout cela avec la sobriété de quelqu'un qui a réfléchi pendant des semaines avant de parler. Elle avait terminé par une phrase simple. Cette jeune femme n'avait personne pour veiller sur elle, et les Cavaliers avaient une dette envers sa famille. Renaud avait écouté sans interrompre. Il avait bu son café qui refroidissait. Il avait regardé son père dans ce fauteuil, les mains posées sur les genoux, et il avait vu quelque chose dans ses yeux qui n'était pas de la pression, ni de la manipulation. C'était autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la honte d'avoir attendu si longtemps. Il avait dit oui, pas par enthousiasme, pas par conviction, pas même par sens du devoir au sens noble du terme. Il avait dit oui parce qu'il était trop fatigué pour résister à quelque chose qui ne lui coûtait, croyait-il, rien d'essentiel. À 43 ans, Renaud Cavalier avait un appartement de 240 mètres carrés dans le 16e arrondissement, un agenda qui ne connaissait pas les week-ends et une vie affective réduite depuis 2 ans à des dîners professionnels et à des conversations qui ne dépassaient jamais la surface. Accepter un mariage arrangé pour honorer une dette d'honneur lui semblait ce soir-là à peu près aussi significatif que de signer un contrat supplémentaire. Le dimanche suivant, il avait rencontré Lucie Ferrand pour la première fois, ou ce qu'il avait cru être une rencontre, chez ses parents, à Neuilly, pour un déjeuner qui devait durer 2 heures et avait duré 40 minutes. Elle était arrivée par le métro,
avait sonné à la porte avec une ponctualité exacte, et quand Renaud l'avait vu dans l'entrée, il avait vu une femme fatiguée en jean et pull gris, les cheveux retenus en chignon avec ce qui ressemblait à un crayon glissé en travers, un avental de couturière dépassant du bas de sa veste comme si elle l'avait oublié là. Elle avait serré la main d'Eliane, dit bonjour avec une voix égale, s'était assise à table et avait mangé sans chercher à briller ni à disparaître. Elle n'avait pas posé de questions sur les chiffres d'affaires de la Cavalier Développement. Elle n'avait pas souri au bon moment de façon calculée. Elle avait répondu à ce qu'on lui demandait et n'avait pas rempli les silences inutilement. Renaud l'avait regardé traverser le couloir vers la sortie en fin de déjeuner et avait ressenti quelque chose qu'il n'avait pas su nommer à ce moment-là. Pas de l'indifférence, pas exactement, mais quelque chose qui y ressemblait. Le soir, chez lui, debout dans la cuisine avec un verre d'eau à la main, il avait dit à sa mère au téléphone, sans colère et sans malice, avec la même désinvolture qu'on dit qu'il pleut dehors. Elle est plutôt ordinaire, je l'épouse par obligation. Sa mère n'avait pas répondu. Le silence sur la ligne avait duré 3 secondes, puis elle avait changé de sujet. Le mariage était fixé à 6 semaines plus tard. Renaud avait raccroché et était allé se coucher avec les dossiers du chantier de la Défense ouverts à côté de lui sur le lit. Ce qu'il ne savait pas encore, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que ces 6 semaines allaient défaire quelque chose en lui qu'il n'avait pas pris la peine de construire consciemment, mais qu'il croyait solide. La certitude d'avoir déjà vu les gens tels qu'ils étaient. La première fois qu'il la revit, sans la reconnaître, c'était un jeudi matin, tôt. Il revenait d'une visite de chantier à Belleville, un immeuble de logements sociaux que la Cavalier Développement construisait en partenariat avec la mairie du 20e, projet qu'il suivait personnellement depuis le début, parce que son directeur de travaux lui avait dit que les délais glissaient. Il avait garé la voiture dans une rue latérale et cherché des toilettes. La boulangerie au coin de la rue était ouverte depuis 6 heures du matin, lumière chaude débordant sur le trottoir mouillé, l'odeur du pain chaud frappant l'air froid dès la porte. Il était entré, avait demandé les toilettes, et au moment où il revenait vers la sortie, il avait entendu un rire. Ce n'était pas un rire poli, ce n'était pas le rire de quelqu'un qui cherche à plaire. C'était un rire qui venait de quelque part de vrai, déclenché par quelque chose que le boulanger avait dit en ajustant un plateau derrière le comptoir. La femme au comptoir avait les 2 mains autour d'un café, les coudes sur le zinc, la tête légèrement inclinée en arrière, et elle riait de cette façon-là, franche, sans surveillance. Renaud s'était arrêté. Pas longtemps, 2 secondes, peut-être 3. Juste le temps de sentir quelque chose se poser différemment dans sa poitrine, comme un son entendu dans une pièce dont on croyait connaître l'acoustique. Il était sorti sans comprendre pourquoi il était encore là, 1 seconde après avoir eu la main sur la poignée de la porte. Dans la voiture, il avait regardé ses messages, 3 mails du chantier de la Défense, un appel manqué de sa directrice administrative. Il avait répondu à tout. Il n'avait pas repensé au rire. Ou plutôt, il avait essayé de ne pas y repenser, ce qui n'est pas la même chose. La 2e fois, c'était un mardi en fin d'après-midi, dans un embouteillage sur le boulevard périphérique entre la porte de la Villette et la porte de Bagnolet. La circulation était arrêtée depuis 20 minutes. Renaud avait coupé la radio. Il n'aimait pas la radio dans les embouteillages. Le bruit l'empêchait de penser et il n'avait pas envie de penser non plus, ce qui créait un silence inconfortable qu'il supportait mieux sans fond sonore. Il regardait les voitures devant lui. Puis il avait tourné la tête vers la gauche, vers la ligne de métro aérienne qui longeait le périphérique à cet endroit, et dans la rame qui passait lentement à hauteur du bouchon, il avait vu une femme debout, non, pas debout, appuyé contre la barre centrale, qui lisait un livre avec une concentration que Renaud n'avait pas vue depuis longtemps. Il ne voyait pas le titre. Il voyait juste les mains, fermes sur le livre, et le visage complètement absent du présent, traversé par quelque chose que les mots lui donnaient à l'intérieur. La rame avait continué, la circulation avait repris. Renaud avait regardé droit devant lui,
et s'était demandé, sans raison apparente, quand il avait lu un livre pour la dernière fois. Il ne trouva pas de réponse précise. Plusieurs années, en tout cas. Ce soir-là, il était rentré et avait commandé un dîner qu'il mangea debout dans la cuisine en relisant des mails. Il éteignit les lumières à minuit et dormit sans rêve, ou avec des rêves qu'il ne retint pas. La troisième fois fut différente des deux premières. Les deux premières avaient été des instants furtifs, des secondes volées au flux ordinaire d'une journée chargée, des détails que Renaud aurait pu classer dans la catégorie des petites distractions sans conséquence si quelque chose en lui n'avait pas continué à les tenir, les retourner, les regarder sous un angle légèrement différent chaque fois qu'il se retrouvait seul. La troisième fois ne ressembla à rien de furtif. C'était un mercredi après-midi, vers 16 heures, dans une rue du 19e arrondissement proche de la Villette. Renaud revenait d'une réunion avec un architecte urbaniste dont le cabinet se trouvait rue de Crimée, et il marchait vers sa voiture garée 2 rues plus loin, le col relevé contre un vent qui portait cette humidité particulière des fins d'automne parisiennes. Froide, dense, pas tout à fait de la pluie, mais plus tout à fait de l'air sec non plus. Il avait entendu un bruit avant de comprendre ce que c'était. Un choc sourd, puis une voix de femme âgée qui appelait, puis quelqu'un qui courait sur le trottoir. Il avait levé les yeux. Une vieille femme était tombée sur le bord du trottoir, à l'angle d'une bouche de métro. Elle avait dû trébucher sur le rebord en métal. Elles étaient nombreuses à trébucher sur ces rebords, surtout en hiver, quand les semelles glissaient sur le métal humide. Elle était à genoux, une main au sol, l'autre cherchant quelque chose à quoi s'accrocher. Et il y avait déjà quelqu'un accroupi à côté d'elle. Quelqu'un qui était arrivé avant Renaud, qui lui parlait doucement, qui avait passé un bras sous les épaules de la vieille femme pour l'empêcher de tomber complètement, et qui, d'une main libre, composait un numéro sur son téléphone. Renaud s'était approché. Il avait vu les mains de cette personne, fermes, précises, sans panique. Puis il avait vu le visage. Il ne la reconnut pas immédiatement. Ou peut-être que si, mais pas de la façon dont on reconnaît quelqu'un qu'on a vu. Plutôt de la façon dont on reconnaît quelque chose qu'on n'arrive pas à localiser, une impression de familiarité sans source identifiable. Il s'était accroupi à son tour. La vieille femme tremblait légèrement, le visage pâle, la cheville droite pliée sous elle à un angle préoccupant. Ils avaient échangé quelques mots pratiques. « Vous avez une voiture ? Oui, elle est à 2 rues. Vous pouvez la prendre ? Oui, attendez, je rappelle le SAMU pour prévenir. » Pendant 8 minutes, ils avaient fonctionné ensemble sans avoir besoin de se présenter, avec cette efficacité silencieuse de 2 personnes qui se retrouvent fortuitement dans la même urgence et choisissent, chacun de leur côté, d'être utiles plutôt qu'hésitants. La vieille femme s'appelait André. Elle avait 78 ans, habitait seule rue de Nantes depuis 40 ans, et répétait avec une insistance douce que ce n'était vraiment pas la peine de s'inquiéter, que c'était juste une mauvaise chute, qu'elle était désolée de les déranger. Renaud avait dit que ce n'était pas un dérangement. La femme à côté de lui avait dit pareil, avec une voix qui ne cherchait pas à rassurer de façon mécanique, mais qui était simplement là, présente, réelle. Il l'avait installée sur le siège passager de la voiture de Renaud, la jeune femme à l'arrière, tenant la main d'André par-dessus le dossier, et ils avaient roulé jusqu'aux urgences de l'hôpital Lariboisière. Le service des urgences, un mercredi à 16h30, était ce qu'il était, une salle d'attente avec des néons qui clignotaient par intermittence, des chaises en plastique orange fixées par rangées au sol, une odeur de désinfectant et de café de distributeur, des gens assis avec des expressions allant de l'inquiétude à la résignation. André avait été pris en charge rapidement, entorse grave de la cheville, probablement pas de fracture, mais les examens prendraient du temps. L'infirmière leur avait dit qu'ils pouvaient attendre si la dame n'avait personne à prévenir. La dame n'avait effectivement personne. Il s'était donc assis dans 2 chaises orange côte à côte, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient croisés sur ce trottoir, il n'avait plus rien d'urgent à faire. Renaud avait regardé son téléphone. 2 appels de son directeur commercial, un message de son assistante. Il avait posé le téléphone sur son genou sans répondre. La femme à côté de lui n'avait pas sorti le sien.
Elle regardait la salle d'attente avec une attention tranquille, comme quelqu'un qui est habitué à observer sans juger. Au bout d'un moment, elle avait dit, doucement, que la dame lui rappelait sa grand-mère. Il l'avait regardée. Elle avait expliqué, sans s'étendre, juste l'essentiel. Sa grand-mère avait 79 ans. Elle habitait avec elle à Aubervilliers. Elle tombait parfois aussi, et chaque fois c'était une peur différente, plus profonde que la précédente. Il avait dit qu'il comprenait. Elle l'avait regardé brièvement de côté, comme pour évaluer si c'était vrai ou si c'était la phrase qu'on dit. Il avait ajouté, plus lentement, « Je ne sais pas si je comprends vraiment, mais j'essaie ». Elle avait eu l'air de trouver ça plus honnête que la première version. Ils étaient restés 40 minutes dans ces chaises oranges. Il lui avait dit, à un moment, qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait attendu quelqu'un sans regarder son téléphone. Il n'avait pas dit ça pour se valoriser. C'était une constatation un peu triste, posée là, sans emballage. Elle avait souri, un sourire petit, légèrement de côté, et dit « C'est bien de savoir que vous savez encore faire ça ». Il n'y avait pas d'ironie dans sa voix, pas de condescendance non plus, juste quelque chose de direct, sans ornement, qui atterrit avec une précision que les phrases polies n'ont généralement pas. Il n'avait pas répondu. Il avait regardé les néons. Il n'avait pas oublié la phrase. Quand André était ressorti avec un bandage et des béquilles légères et l'assurance que rien n'était cassé, il l'avait aidé à appeler sa fille qui habitait à Montreuil. La fille était arrivée en 20 minutes. Elle avait remercié avec une émotion sincère, les yeux brillants. Elle avait demandé leur prénom, Renaud. « Et vous ?» La jeune femme avait répondu, « Lucie ». Il avait entendu le prénom, et quelque chose avait traversé sa poitrine. Une reconnaissance qui ne venait pas de la mémoire, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne sut pas nommer dans l'instant. Lucie avait dit au revoir à André avec une tendresse naturelle, avait serré brièvement la main de Renaud, et était repartie vers le métro sans se retourner. Il était resté une seconde sur le trottoir devant l'hôpital, les mains dans les poches, à regarder la direction qu'elle avait prise. Puis, il avait rejoint sa voiture et roulé vers le 16e dans un silence qui n'était pas inconfortable, mais qui était habité, plein de quelque chose qu'il n'essayait pas encore de définir. Ce soir-là, il n'avait pas ouvert les dossiers du chantier de la Défense. Il avait mangé une soupe, debout, en regardant les lumières de Paris par la grande fenêtre du salon. Il avait pensé à une phrase. « C'est bien de savoir que vous savez encore faire ça ». Il s'était couché plus tôt que d'habitude et n'avait pas su pourquoi. Ce n'est que le lendemain, un jeudi, lors d'un déjeuner chez ses parents à Neuilly, où sa mère avait mentionné en passant le prénom de sa future belle-fille dans une phrase ordinaire sur la logistique du mariage, que Renaud avait posé sa fourchette. Sa mère avait continué à parler. Il avait dit « Comment elle s'appelle, tu as dit ?»« Lucie, avait répondu Eliane. « Lucie Ferrand. » Renaud avait regardé la table, les néons clignotants de lariboisière, les chaises oranges, la main ferme sur l'épaule d'une vieille femme, sur un trottoir du 19e, un sourire de côté dans une salle d'attente. C'est bien de savoir que vous savez encore faire ça. Il avait repris sa fourchette. Il n'avait rien dit. Sa mère avait parlé du traiteur. Lui n'avait plus entendu un mot de ce qui se disait autour de la table. Le reste de cette journée du jeudi et le vendredi entier furent étranges d'une façon que Renaud ne gérait pas bien. Il était quelqu'un de structuré, quelqu'un pour qui les émotions avaient des cases approximatives dans lesquelles on les rangeait avant qu'elles n'encombrent le reste. Il avait appris ça jeune, dans une famille où le sentiment se gérait avec élégance et discrétion, où les crises se portaient à l'intérieur et les solutions se trouvaient à l'extérieur. Ce qu'il ressentait depuis le jeudi midi ne rentrait pas proprement dans une case. Ce n'était pas de la culpabilité, pas exactement, ou pas seulement. C'était quelque chose de plus précis et de plus inconfortable. C'était la conscience d'avoir regardé quelqu'un et de n'avoir pas vu, d'avoir appliqué un jugement à une silhouette sans avoir pris la peine de la regarder vraiment. Il avait dit qu'elle était ordinaire. Il l'avait dit avec la désinvolture de quelqu'un qui classe ce qui ne mérite pas attention. Et pendant que lui classait, elle était dans un couloir d'hôpital, à tenir la main d'une vieille femme inconnue.
Elle refusait de l'argent qu'on lui offrait par pitié plutôt que par respect. Elle se levait à 6 heures du matin pour prendre son café debout au comptoir d'une boulangerie de Belleville avant d'aller passer 10 heures à coudre. Il avait honte. Pas une honte spectaculaire, pas une honte qui se retourne sur elle-même avec complaisance, une honte froide, tranquille, qui regardait droit dans les yeux ce qu'il avait fait et ne cherchait pas d'excuses. Le vendredi après-midi, il avait appelé sa mère. Il avait commencé par dire qu'il voulait annuler le mariage. Eliane avait écouté sans l'interrompre, ce qui était mauvais signe. Sa mère interrompait toujours quand elle était prête à répliquer. Le silence signifiait qu'elle attendait qu'il termine vraiment. Quand il avait terminé, elle avait posé une seule question. « Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas te marier ou parce que tu penses que tu ne mérites pas ce mariage ?» Il n'avait pas répondu tout de suite. Il avait regardé par la fenêtre de son bureau, le ciel gris de novembre sur les toits du 16e. Finalement, il avait dit « Je ne sais pas ». Sa mère avait dit « Alors attends de savoir ». Elle avait raccroché. Il n'avait pas dormi cette nuit-là, ou peu par fragments, avec des réveils dans le noir où il fixait le plafond et écoutait Paris bouger dehors, avec ce ronronnement constant que la ville ne perdait jamais complètement, même à 3 heures du matin. Il pensait à la façon dont Lucie s'était assise à la table du déjeuner à Neuilly, droite, sans chercher à occuper plus d'espace que nécessaire. Il pensait à sa voix au téléphone avec le SAMU, précise, calme, donnant les informations dans le bon ordre. Il pensait à ce qu'il avait appris d'elle dans la semaine. 12 ans de couture dans un atelier du Sentier, 1 780 € par mois, un refus net de l'argent proposé. Nous n'avons pas besoin de charité, nous avons besoin de respect. Il s'était demandé combien de fois dans sa vie il avait confondu les deux. Le samedi matin arriva comme les samedis arrivent toujours après les nuits blanches, avec une lumière trop vive, un silence qui résonne différemment, et la conscience aiguë que le temps n'attendait pas qu'on soit prêt. L'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville se trouvait rue de Tourtille, dans le 20e arrondissement, à quelques minutes à pied du marché de Belleville et de ses étals encore fermés le samedi matin avant 10 heures. C'était une église ancienne, construite au 19e siècle, avec une façade en pierre grise qui avait absorbé des décennies de pluie parisienne et portait cette teinte particulière des bâtiments qui ont vu passer plusieurs générations sans avoir besoin de se justifier. À l'intérieur, les vitraux filtraient la lumière de novembre en aplats de bleu et d'ambre qui tombaient sur les bancs de bois sombres, avec une douceur presque irréelle. Lucie avait choisi cette église, non pas pour son esthétique, pas pour sa réputation, mais parce que c'était l'église de son quartier, l'église où sa grand-mère Marcelle avait été baptisée, où ses parents s'étaient mariés, où sa mère avait été enterrée quand Lucie avait 16 ans, sous un ciel de juin, qui n'avait aucune raison d'être aussi beau ce jour-là. La cérémonie avait été pensée pour être simple. Lucie avait demandé à sa mère adoptive de quartier, ainsi appelait-elle Madame Okonkwo, sa voisine du 3e qui lui apportait parfois de la soupe quand elle rentrait trop tard pour cuisiner, de s'occuper des fleurs. Il y avait des branches de mimosa dans 2 vases simples de part et d'autre de l'autel, et c'était tout. Pas de décorateur, pas de coordinatrice de mariage, pas de photographe professionnel positionné en embuscade derrière chaque colonne. Quelques rangées de bancs occupés par une vingtaine de personnes tout au plus, des collègues de l'atelier, 2 amis de l'école de couture, la femme du boulanger de Belleville, Madame Okonkwo avec son grand chapeau rouge, et sa grand-mère Marcelle, assise au premier rang dans son manteau beige, les mains croisées sur son sac, les yeux clairs et fragiles de quelqu'un qui a beaucoup vécu et qui regarde les choses avec la précision de qui sait que le temps qui reste est compté. Du côté des cavaliers, il y avait Eliane et Gérard. Gérard dans son fauteuil roulant que son aide-soignant avait poussé jusqu'au second rang. La posture encore altérée par les séquelles de l'AVC, mais les yeux vifs, attentifs, présents. 2 associés de Renaud étaient venus, discrets, les mains dans les poches, un peu déplacés dans ce contexte de sobriété volontaire. Sa sœur Margot, venue de Lyon la veille, s'était assise près d'Eliane et tenait la main de leur mère avec une pression légère et constante. Renaud était arrivé à l'église à 9h40, 20 minutes avant l'heure. Il avait gravi les quelques marches,
poussé la porte et s'était arrêté un instant dans l'entrée pour laisser ses yeux s'adapter à la pénombre. L'église sentait la pierre froide et la cire des bougies avec quelque chose de végétal qui venait du mimosa. Il avait marché jusqu'à l'autel, s'était retourné face à la nef et avait regardé les bancs progressivement s'occuper. Il portait un costume bleu marine qu'il avait lui-même sorti de l'armoire le matin, sans passer par son tailleur habituel, et une cravate qu'il avait nouée 3 fois avant d'accepter le résultat. Il avait les mains légèrement froides. Pas à cause du chauffage insuffisant de l'église, la température dans sa poitrine était différente de celle qui venait du dehors. Il pensait à la nuit blanche. Il pensait à la question de sa mère. Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas te marier ou parce que tu penses que tu ne mérites pas ce mariage? Il n'avait pas encore de réponse nette. Ce qu'il savait, ce samedi matin en regardant les vitraux de Saint-Jean-Baptiste, c'est qu'il y avait dans cette église une femme qui avait refusé de l'argent au nom du respect, qui avait passé 3 semaines à coudre son propre robe de mariée après ses journées de travail, qui avait tenu la main d'une inconnue sur un trottoir sans chercher à en faire une histoire. Et lui était là, parce qu'il avait hérité d'une dette d'honneur et qu'il était trop fatigué pour résister. L'asymétrie était flagrante, elle l'écrasait un peu. L'orgue avait commencé doucement. Renaud s'était redressé. Il avait posé les pieds bien à plat sur le sol de pierre, les mains le long du corps, et avait regardé les grandes portes de bois au fond de la nef. Elles étaient fermées encore. La lumière qui filtrait autour de leur bord était blanche, crue, la lumière de novembre qui ne fait pas de concessions. Quelqu'un toussait discrètement dans les bancs. Madame Okonkwo ajustait son chapeau rouge. Margot regardait son frère depuis le second rang avec une expression qu'il ne chercha pas à déchiffrer. Puis, les portes s'ouvrirent. La lumière entra avant elle, large, froide, découpant une silhouette dans l'encadrement. Renaud vit d'abord la forme, le contour, la façon dont elle se tenait dans cette lumière, sans chercher à s'y inscrire de façon particulière. Elle marchait normalement, pas le pas calculé de quelqu'un qui a répété. Un pas régulier, posé, avec cette qualité d'attention tranquille qu'il avait observée dans un couloir d'hôpital, un mercredi après-midi. Elle avait le bras passé dans celui de Madame Okonkwo, qui l'accompagnait. Il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de frère. Il y avait cette femme du 3e étage, avec son chapeau rouge qui marchait à son côté, avec la gravité heureuse de quelqu'un qui sait l'importance de ce qu'il fait. La robe était de dentelle ivoire, pas une robe de créateur, pas quelque chose pensé pour impressionner, quelque chose pensé pour durer, pour être porté une fois mais cousu, comme si ça devait l'être pour toujours. Les points étaient réguliers, précis, avec des détails dans les manches et au col que seul quelqu'un qui savait regarder le travail pouvait apprécier vraiment. Renaud n'était pas quelqu'un qui savait regarder le travail de la couture. Il le devint ce matin-là en 1 seconde en voyant cette robe sur cette femme qu'il avait cousue elle-même les soirs après le travail pendant 3 semaines. Les cheveux étaient détachés, pas coiffés de façon professionnelle, pas ondulés par un fer, juste propres et libres, tombant sur les épaules avec une légèreté naturelle. Pas de maquillage lourd, quelque chose de discret, de presque absent, qui laissait le visage tel qu'il était. Tel qu'il était. Renaud le vit vraiment pour la première fois. Ce visage, pas la silhouette fatiguée d'un dimanche à Neuilly, pas le profil entrevu dans une salle d'attente sous des néons, mais le visage entier, tourné vers l'avant, avançant vers lui avec une clarté qui lui fit l'effet d'une eau froide sur quelque chose de trop longtemps engourdi. Ce fut dans ce moment précis que quelque chose en lui s'arrêta. Pas le cœur. Le cœur continuait. Trop fort même. Il le sentait dans ses tempes. Ce qui s'arrêta, c'était le bruit de fond constant de son esprit, les calculs, les agendas, les contrats, les chantiers, les dossiers ouverts sur les lits d'hôtel. Tout ça se tut. Il ne restait que cette nef, cette lumière d'automne, et cette femme qui avançait. Il reconnut le visage au moment où elle parvint à mi-distance. Pas une ressemblance vague, pas un doute, une reconnaissance absolue, celle des gens qu'on a regardés vraiment, même une seule fois, et qu'on ne peut plus défaire de sa mémoire. Le couloir de Lariboisière, les chaises oranges, 40 minutes sans regarder le téléphone. C'est bien de savoir que vous savez encore faire ça. Il sentit quelque chose remonter dans sa gorge.
Pas des larmes, pas encore. Quelque chose de plus dur que des larmes, quelque chose qui résistait à être nommé. Ses mains étaient glacées. Elle arriva à l'hôtel. Madame Okonkwo lâcha son bras avec une douceur cérémonieuse et alla s'asseoir. Lucie et Renaud se firent face. Il y eut un moment, peut-être 2 secondes, peut-être moins, où ils se regardèrent avant que le prêtre commence à parler. Dans ce regard, il vit qu'elle le reconnaissait aussi. Il la vit le reconnaître. Ses yeux n'exprimaient pas la surprise. Elle avait peut-être eu le temps de faire la connexion avant lui, ou peut-être qu'elle le cachait mieux. Ce qu'il vit, clairement, sans équivoque possible, c'était autre chose. Elle leva légèrement le menton, pas par arrogance, pas par blessure, par décision. Elle était là parce qu'elle avait choisi d'être là, avec tout ce que ce choix impliquait, y compris la conscience de ce qu'il avait dit sur elle, et que sa mère lui avait rapporté. Elle était là quand même, le menton levé, les épaules droites, sans lui donner la facilité d'une colère ou la faiblesse d'une demande de réassurance. Le prêtre commença à parler. Les mots liturgiques remplirent la nef avec cette sonorité particulière qui appartient aux vieilles pierres. Renaud n'entendait pas les mots. Il regardait Lucie, qui regardait le prêtre avec une attention sérieuse, respectueuse, et il pensait à une promesse. Pas celle que les ancêtres avaient scellée dans un café de la rue de Rivoli 30 ans plus tôt, mais quelque chose de plus immédiat et de plus difficile. La promesse de regarder cette femme comme elle méritait d'être regardée, c'est-à-dire vraiment, complètement, sans la ranger dans une catégorie avant d'avoir eu la peine de comprendre ce qu'elle était. Il dit oui quand il fallut dire oui. Sa voix était stable. Elle dit oui aussi d'une voix également stable, ni trop forte, ni trop douce, juste là. Marcel, au premier rang, avait les yeux brillants. Gérard Cavalier regardait son fils avec une expression que Renaud n'avait pas vue souvent sur ce visage, quelque chose de soulagé et de vulnérable à la fois, comme un homme qui a porté quelque chose longtemps et peut enfin le poser. Quand le prêtre prononça les mots qui officialisaient l'union, la petite assemblée applaudit brièvement, doucement, avec la réserve des petites cérémonies où les émotions sont réelles mais discrètes. Madame Okonkwo essuya une larme sous le bord de son chapeau rouge. Margot serra la main de sa mère. Lucie regarda Renaud. Pas avec le sourire de circonstance qu'on offre pour la photo, pas avec la chaleur calculée des commencements heureux, mais avec quelque chose de plus mesuré, de plus honnête, qui disait « On est là, on verra ». Ce fut suffisant. Pour Renaud, à cet instant précis, ce fut plus que suffisant. Après la cérémonie, les invités se retrouvèrent dans la petite salle paroissiale attenante à l'église, une pièce aux murs blancs avec des tables en bois que Madame Okonkwo et les collègues de l'atelier avaient décorées de branches de mimosa et de bougies basses. Il y avait des plateaux de petits fours, du champagne servi dans des flûtes ordinaires, du jus d'orange pour Marcel qui ne buvait plus d'alcool depuis son dernier bilan cardiaque. La lumière était douce, filtrée par des rideaux fins, et le bruit des conversations montait progressivement avec cette chaleur particulière des rassemblements petits mais sincères où les gens présents le sont vraiment et pas par obligation sociale. Renaud se déplaça dans la salle avec la conscience aiguë d'être regardé, pas avec hostilité, mais avec cette évaluation tranquille des proches d'une femme qui veulent comprendre ce que vaut l'homme qu'elle épouse. Les collègues de l'atelier le saluèrent poliment, avec une réserve mesurée qui n'était pas de la froideur mais de la prudence. Il comprit que cette prudence était légitime. Il serra des mains, dit des mots corrects, sourit au bon moment. Tout cela était en surface. En dessous, il attendait. Lucie était avec sa grand-mère. Renaud l'observa depuis l'autre côté de la salle pendant quelques minutes sans s'en approcher. Elle était accroupie à côté du fauteuil de Marcel, la main posée sur le genou de la vieille femme, lui parlant doucement. Marcel hochait la tête avec lenteur, les yeux clairs et posés sur le visage de sa petite fille avec une tendresse absolue, sans retenue. La tendresse des très vieux qui ont appris que les émotions non exprimées ne servent à rien. Lucie lui ajusta le col de son manteau beige. Un geste petit, automatique, celui de quelqu'un qui s'occupe d'une personne depuis longtemps et dont le corps a intégré les attentions nécessaires sans avoir besoin d'y penser. Renaud alla chercher 2 verres d'eau et s'approcha.
Marcel leva les yeux vers lui avec la curiosité directe des très vieux et des très jeunes, qui n'ont plus ou pas encore appris à filtrer leur regard. Elle dit « Vous avez un beau costume ». Il dit « Merci, Madame Ferrand ». Elle dit « Henri vous aurait aimé, je crois ». Il ne sut pas quoi répondre à ça. Il s'assit sur la chaise vide à côté d'elle et dit « J'aurais aimé le connaître ». Marcel hocha la tête. Lucie les regardait tous les deux avec une attention silencieuse, comme quelqu'un qui évalue une chose nouvelle sans encore savoir si elle peut lui faire confiance. Ce fut sa grand-mère qui brisa l'équilibre précaire de la salle en disant, avec la franchise des 90 ans, « Vous deux, vous avez des choses à vous dire. Allez les dire. » Elle fit un geste de la main, petit, définitif, le geste de quelqu'un qui a réglé suffisamment de complications dans sa vie pour savoir que les remettre à plus tard ne fait qu'en augmenter le poids. Lucie se leva. Renaud aussi. Ils cherchèrent du regard un endroit où parler vraiment et trouvèrent une porte latérale qui donnait sur un couloir étroit menant à la sacristie. La porte était entr'ouverte, le couloir vide. La lumière là-dedans était celle d'une ampoule unique et froide. Ils s'arrêtèrent dans ce couloir. Les voix de la salle parvenaient en sourdine, amorties par l'épaisseur de la vieille porte. Renaud et Lucie se firent face dans cet espace étroit, à une distance d'environ 1 mètre, et il y eut d'abord un silence qui n'était pas inconfortable, mais qui était chargé, un silence qui contenait tout ce qui devait être dit et attendait de voir lequel des deux commencerait. Ce fut Renaud. Il avait décidé ça dans la nuit, dans ses heures blanches, à fixer le plafond. Si quelque chose devait être dit, il le dirait lui-même, sans attendre qu'elle le force à ça, sans lui imposer le travail supplémentaire d'extraire une reconnaissance qu'elle méritait qu'on lui offre librement. Il dit « J'ai dit quelque chose d'horrible sur vous ». Sa voix était égale, sans drama, sans chercher à attendrir. Juste les mots, posés là. Elle dit « Je sais, votre mère me l'a rapporté ». Il y avait dans sa voix quelque chose de neutre, qui n'était pas de l'indifférence. C'était la neutralité de quelqu'un qui a déjà traité l'information, qui a déjà décidé de ce qu'il en ferait, et qui n'a plus besoin de la rejouer émotionnellement. Il comprit qu'elle avait su avant le mariage, qu'elle était venue quand même. Le menton levé, le silence qui suivit dura plusieurs secondes. Renaud regarda le sol du couloir. Des carreaux de ciment anciens, légèrement usés au centre par des décennies de passage. Puis il leva les yeux et dit lentement, pesant chaque mot avec la même précision qu'il mettait dans les clauses d'un contrat important. Ce que j'ai dit venait du fait que je ne vous avais pas vu, pas réellement. J'avais regardé une silhouette et j'avais appliqué un jugement sans avoir pris la peine de regarder la personne. Et depuis que je vous ai vu, vraiment vu, je n'arrive pas à ne pas y penser. Lucie l'écouta sans l'interrompre. Son regard était direct, posé sur lui, avec cette qualité d'attention tranquille qu'il avait remarquée pour la première fois dans une boulangerie de Belleville un jeudi matin sans savoir qui elle était. Elle ne hocha pas la tête pour lui faciliter la tâche. Elle attendit qu'il ait vraiment fini. Puis elle dit « Où vous m'avez vu ?» Il hésita une seconde. « La boulangerie rue de Ramponneau, dit-il. Un embouteillage sur le périphérique. Vous lisiez dans le métro. Et rue de Nantes, il y a 2 semaines. » Elle le regarda différemment à ce moment-là. Pas surprise, pas flattée, mais quelque chose de plus complexe. Une réévaluation de quelque chose qu'elle croyait avoir compris. Elle dit « Je ne savais pas que c'était vous, à l'hôpital. » Il dit « Moi non plus. Pas avant le lendemain. » Elle dit « Et après, quand vous avez su ?» Il dit « J'ai essayé d'annuler le mariage. » Elle eut un léger mouvement des sourcils. Pas de la blessure, plutôt de la curiosité. « Pourquoi ?» dit-elle. Il dit « Parce que j'avais honte, pas du mariage, de ce que j'avais dit. Je ne pensais pas mériter d'être là. » Elle garda le silence un moment. Dehors, dans la salle paroissiale, quelqu'un riait. Le rire de Madame Okonkwo, reconnaissable entre tous, large et chaleureux. Lucie dit « Votre mère vous a dit quoi ?» Il dit « Elle m'a demandé si je voulais annuler parce que je ne voulais pas me marier ou parce que je pensais ne pas le mériter. Et elle m'a dit d'attendre de savoir. » Lucie regarda le mur un instant. Puis elle dit doucement mais fermement, avec une précision qui ne laissait pas de place à l'interprétation. « Je suis venue aujourd'hui parce que j'ai choisi de venir.
Pas à cause de la promesse des ancêtres, pas parce que je n'ai pas d'autre option, parce que j'ai vu quelqu'un rester 40 minutes dans un couloir d'hôpital sans regarder son téléphone, et que j'ai pensé que ça valait la peine d'essayer. Elle marqua une pause. Mais si on fait ça, on le fait vraiment, en se connaissant, pas en jouant un rôle l'un pour l'autre. Il dit « C'est tout ce que je veux ». Elle le regarda encore une fois avec cette évaluation tranquille. Puis elle dit « Alors on commence là ». Ils retournèrent dans la salle. Marcel les regarda arriver et ne dit rien, mais ses lèvres eurent un mouvement qui ressemblait à de la satisfaction. La satisfaction discrète de quelqu'un dont la confiance dans le bon sens des choses vient d'être confirmée. Madame Okonkwo leur servit du champagne sans qu'ils le demandent, avec l'autorité joyeuse de quelqu'un qui a décidé que la fête pouvait continuer. Les petits fours étaient bons, la lumière était douce. Les conversations reprirent. Renaud se retrouva debout près du buffet avec Margot, sa sœur, qui lui dit à voix basse en regardant Lucie de l'autre côté de la pièce « Je comprends maintenant ». Il demanda ce qu'elle voulait dire. Elle dit « Quand tu es entré dans l'église ce matin, tu avais l'air d'un homme qui allait à l'abattoir. Maintenant tu as l'air d'un homme qui essaie de comprendre quelque chose. C'est beaucoup mieux ». Il ne répondit pas, mais il prit une gorgée de champagne et regarda Lucie aider une collègue à empiler des verres vides, rire de quelque chose qu'elle avait dit, remettre une mèche de cheveux derrière son oreille avec ce geste automatique et naturel. Margot avait raison. Il essayait de comprendre quelque chose. Il ne savait pas encore quoi exactement, mais il avait l'impression que ça prendrait le temps qu'il faudrait et que pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas pressé. Le lendemain matin, dimanche, Renaud se réveilla dans son appartement du 16e à 7h30. Il avait bien dormi, vraiment dormi, d'un sommeil sans fragments, sans réveil dans le noir à fixer le plafond. Le soleil de novembre entrait par les grandes fenêtres du salon, avec cette lumière pâle et précise qui ne réchauffe pas mais qui éclaire tout. Il fit du café dans la cafetière italienne qu'il utilisait rarement. D'habitude, il prenait le café dans une capsule parce que c'était plus rapide, et il but le café debout au bord de la fenêtre en regardant les toits. Il ne pensa pas au chantier, il ne pensa pas au dossier, il pensa à une femme dans un couloir étroit qui avait dit « Alors on commence là ». Il y avait dans cette phrase une exigence. Pas l'exigence de quelqu'un qui teste ou qui punit, l'exigence de quelqu'un qui sait ce qu'il mérite et qui a décidé d'y avoir accès. Il but son café jusqu'à la dernière goutte et posa la tasse dans l'évier. Il prit son téléphone et envoya un message à son assistante pour annuler la réunion du lundi matin. Puis, il posa le téléphone et ne le reprit pas pendant 2 heures. Ce fut la chose la plus étrange et la plus apaisante qu'il eût faite depuis plusieurs mois. Les premières semaines après le mariage furent ce qu'elles étaient. Maladroite, silencieuse par endroits, trop bavard par d'autres, avec ces moments où 2 personnes qui ne se connaissent pas encore cherchent la bonne distance, ni trop proches, ni trop éloignées, comme 2 personnes dans une pièce qui n'ont pas encore décidé comment disposer les meubles. Ils avaient décidé ensemble que Lucie garderait son appartement d'Aubervilliers pour l'instant. Marcel ne pouvait pas être déplacé brutalement. Et Lucie n'avait pas l'intention de l'abandonner dans un appartement qu'elle ne connaissait pas encore. Renaud avait dit que c'était la seule décision logique. Il l'avait dit avec naturel, sans en faire un geste, ce qui était la bonne façon de le dire. Il se voyait 3, 4 fois par semaine. Pas de programme élaboré, pas de restaurant choisi pour impressionner. Lucie avait dit dès le début qu'elle préférait les endroits ordinaires où on pouvait parler sans devoir chuchoter. Alors, ils allèrent dans des endroits ordinaires. Une brasserie rue du Faubourg Saint-Denis, où les tables étaient trop proches les unes des autres et le serveur tutoyait tout le monde. Un café vietnamien dans le 13e que Lucie connaissait depuis ses années d'école, et où la patronne lui réservait toujours la même table dans le fond. Une fois, un samedi après-midi gris de décembre, ils marchèrent pendant 2 heures le long du canal Saint-Martin sans destination précise, les mains dans les poches, parlant par intermittence et se taisant par intermittence avec une facilité qui les surprit tous les 2. Renaud apprenait à l'écouter. Ce n'était pas une compétence qu'il avait développée par habitude. Dans sa vie professionnelle, écouter avait toujours été une technique, un outil pour identifier la position de l'autre et construire une réponse stratégique.
Écouter Lucie était différent. Elle ne construisait pas de position. Elle disait ce qu'elle pensait avec une franchise directe et sans détour, et ce qu'elle disait demandait à être entendu vraiment, pas analysé. Il s'y appliquait. Il faisait des erreurs. Il répondait parfois trop vite, proposait des solutions quand elle voulait juste être entendue, utilisait un vocabulaire de problèmes à résoudre pour des choses qui n'étaient pas des problèmes, mais des émotions. Elle le lui disait, sans violence, sans reproche, avec cette précision directe qui était sa façon d'exprimer le respect. Si elle prenait la peine de corriger, c'est qu'elle considérait que ça valait la peine d'essayer. Il apprenait aussi des choses sur sa vie qui le déplaçaient doucement de ses certitudes. Elle se levait à 5h45 du matin les jours de semaine. Elle prenait le métro ligne 2 jusqu'à Opéra, puis marchait jusqu'au Sentier, 20 minutes à pied, qu'elle préférait aux correspondances souterraines parce que la marche lui permettait de penser. Elle arrivait à l'atelier avant tout le monde et sortait les commandes de la veille pour anticiper la journée. Elle cousait à la main des pièces que la machine ne pouvait pas faire avec la précision requise, des détails de colle, des boutonnières sur des tissus délicats, des finitions qui prenaient 1 heure pour 5 centimètres. Elle gagnait 1780 € par mois et ne s'en plaignait pas, non par résignation, mais parce qu'elle avait établi une économie de vie dans laquelle ce montant suffisait à une dignité qu'elle n'était pas prête à échanger contre une dépendance. Un soir de décembre, dans le café vietnamien du 13e, elle lui avait parlé de sa mère, pas longuement. Lucie ne racontait pas les choses longuement, elle les posait en phrases courtes et précises qui contenaient beaucoup plus que leurs mots. Elle avait dit que sa mère était morte en juin, que le ciel ce jour-là était d'un bleu indécent, et qu'elle n'avait jamais réussi à trouver les mois de juin vraiment beaux depuis. Elle avait dit ça en tenant sa tasse de thé à 2 mains, les yeux sur le bord de la tasse, avec une voix égale qui ne cherchait pas la sympathie. Renaud n'avait pas dit « je suis désolé », parce que ça lui semblait insuffisant, et elle n'avait pas l'air d'attendre ça. Il avait dit « quel âge vous aviez ?»« 16 ans, dit-elle. Et votre père ?»« Parti avant, dit-elle. C'est Marcel qui a tout porté. » Il avait regardé la rue à travers la vitre embuée du café, les gens passant sous la pluie fine de décembre avec leurs parapluies, et il avait pensé à cette gamine de 16 ans qui avait perdu sa mère sous un ciel de juin et qui avait grandi avec une grand-mère de 60 ans comme seule boussole. Il avait pensé à lui à 16 ans, la maison de Neuilly, l'école privée, les vacances à Biarritz, les parents présents et stables. L'écart n'était pas seulement financier. Il était dans la texture même des vies, dans ce que chaque année avait déposé ou emporté. Il lui avait dit, ce soir-là, quelque chose qu'il n'avait dit à personne d'autre, pas à Margot, pas à ses associés, certainement pas à ses parents. Il avait dit que, depuis 2 ans, depuis la fin de sa dernière relation sérieuse, il s'était convaincu que la solitude était un état gérable, une variable qu'on pouvait maintenir à un niveau acceptable avec suffisamment de travail et de distraction. Il avait dit qu'il avait cru, sincèrement, que l'absence de connexion réelle dans sa vie était un choix et non pas une perte, et que depuis quelques semaines, il réalisait que ce n'était pas un choix, c'était de l'anesthésie. Elle l'avait écouté sans l'interrompre, le regard posé sur lui avec cette attention qui ne jugeait pas. Puis elle avait dit doucement « L'anesthésie, ça marche jusqu'à ce que quelque chose fasse assez mal pour passer quand même. » Il avait dit « Oui, exactement ça. » Elle avait hoché la tête. Ils avaient terminé leur thé en silence, un silence qui n'avait pas besoin d'être rempli. Janvier arriva avec le froid blanc de Paris en hiver, le ciel bas et uniforme, le souffle visible dans l'air du matin. Renaud prit le métro pour la première fois depuis des années, un mardi de janvier. Pas par nécessité, pas parce que sa voiture était en panne, mais parce que Lucie lui avait dit un soir que le métro à 7 heures du matin avait quelque chose que la voiture n'avait pas, une façon d'être dans la ville avec les autres, parmi eux, sans la séparation du verre et de la carrosserie. Il avait pris la ligne 2 depuis Nation, debout dans la rame bondée avec son manteau de laine, et sa mallette qu'il tenait différemment de d'habitude. Pas comme un attribut, mais comme un objet, juste un sac. Il avait regardé les gens autour de lui. Une femme qui lisait, un homme qui dormait la tête contre la vitre, la bouche légèrement ouverte,
2 adolescents qui regardaient le même téléphone en riant. Il était arrivé à son bureau avec 10 minutes de retard sur son horaire habituel et n'avait pas trouvé que c'était un problème. Il recommença le mercredi et le jeudi. Son assistante le remarqua sans rien dire. Son directeur commercial lui demanda si sa voiture était en révision. Il dit non, j'essaie autre chose. L'autre chose prie, pas tous les jours. Certains matins, les réunions commençaient trop tôt ou les chantiers étaient trop loin. Mais plusieurs matins par semaine, il descendait dans le couloir souterrain de la station de métro avec les autres, laissait les portes se fermer, regardait Paris passer dans les fenêtres et arrivait quelque part avec l'impression d'avoir traversé quelque chose de réel plutôt que de l'avoir contourné. Lucie, de son côté, apprenait ses propres choses. Elle apprenait que recevoir n'était pas toujours synonyme de dette. Un soir de janvier, Renaud lui avait demandé si elle voulait qu'il l'aide à trouver un meilleur appartement pour elle et Marcel, pas pour les remplacer dans leur espace, mais pour trouver quelque chose de plus grand, de plus accessible pour une femme de 90 ans avec des difficultés à marcher. Elle avait commencé à refuser par réflexe, l'instinct de préservation immédiat de quelqu'un qui a appris à ne rien devoir à personne. Puis elle s'était arrêtée. Elle l'avait regardé. Elle avait vu dans ses yeux qu'il ne proposait pas par obligation ni par culpabilité. Il proposait parce qu'il voyait quelque chose de concret qui pouvait être mieux, et qu'il avait les moyens de le rendre mieux, et que ça lui semblait simplement logique. Elle avait dit « Je vais y réfléchir ». Ce n'était pas un « oui », mais ce n'était plus le « non » automatique. C'était quelque chose qui ressemblait à de la confiance prudente, en construction. Elle y réfléchit pendant 2 semaines. Elle en parla à Marcel un soir après le dîner, alors qu'elles regardaient toutes les deux la télévision dans le petit salon de l'appartement d'Aubervilliers, Marcel dans son fauteuil avec sa couverture sur les genoux, Lucie assise par terre à côté d'elle avec une tasse de tisane. Marcel avait écouté, les yeux sur l'écran de la télévision qu'elle avait mis en sourdine. Puis elle avait dit, sans se tourner, Henri disait toujours que refuser de l'aide qu'on offre avec le cœur, c'est priver quelqu'un du bonheur de donner. Lucie avait regardé sa grand-mère. Marcel avait remis le son à la télévision. La conversation était close. La réponse était donnée. Lucie appela Renaud le lendemain matin. Il était dans le métro. Elle entendit le bruit de fond caractéristique, les rails, les annonces. Elle dit « Pour l'appartement, oui ». Il dit « Bien ». Juste ce mot, bien. Pas je savais que tu dirais oui, pas tu as bien fait, pas j'avais déjà commencé à chercher, juste bien. Et dans ce mot simple, sans surplus, elle entendit quelque chose qu'elle n'avait pas entendu souvent, quelque chose qui ressemblait à du respect pour sa décision sans avoir besoin de s'en attribuer le mérite. Ils trouvèrent un appartement en février, dans le 19e arrondissement, à 2 rues du parc des Buttes-Chaumont. 62 mètres carrés au rez-de-chaussée, avec une petite terrasse qui donnait sur un jardin partagé. Pas de marche, une entrée de plein pied. Idéal pour Marcel et son déambulateur. La cuisine donnait sur le jardin et recevait la lumière du matin pendant 2 heures. Marcel visita l'appartement un dimanche, lentement, en s'appuyant sur Lucie d'un côté et sur le déambulateur de l'autre. Elle s'arrêta devant la fenêtre de la cuisine, regarda le jardin et dit « Henri aurait planté des tomates là ». Lucie dit « Alors on plantera des tomates ». Marcel hocha la tête et dit qu'elle prendrait la chambre qui donnait sur le jardin. L'affaire était conclue. Le déménagement eut lieu un samedi de février, sous un ciel qui hésitait entre le gris et le bleu, avec ce froid sec des fins d'hiver parisiens qui pique les joues, mais ne décourage pas. Renaud était arrivé à Aubervilliers à 8 heures du matin avec une camionnette qu'il avait lui-même réservée. Pas de déménageur professionnel, parce que Lucie avait dit qu'elle préférait faire ça avec des gens qu'elle connaissait. Madame Okonkwo était là, avec son fils de 22 ans qui était grand et fort et soulevait les cartons avec une facilité désarmante. 2 collègues de l'atelier étaient venus aussi, Fatou et Nadia, qui emballaient la vaisselle dans du papier journal avec une efficacité rodée par l'expérience. Et il y avait Renaud, en jean et vieille veste,
qui portait des cartons dans les escaliers sans demander comment il fallait faire, qui prenait les indications de Lucie sur ce qui allait où et les suivait sans les questionner. Marcel était assise dans son fauteuil au milieu du salon qui se vidait progressivement, les mains croisées sur les genoux, regardant les objets de sa vie de 30 ans dans cet appartement traverser la pièce, dans les bras de jeunes gens. Elle ne pleurait pas. Elle regardait avec cette sérénité particulière des très vieux qui ont compris que les lieux ne sont pas les maisons, c'est ce qu'on porte à l'intérieur. À un moment, Renaud passa devant elle avec un carton étiqueté « Livre de cuisine » au marqueur noir, et Marcel lui dit, sans qu'il l'ait sollicité, « Henri faisait pareil. Il portait tout lui-même, disait que les déménagements, ça se vivait avec les mains. » Renaud s'arrêta un instant, le carton dans les bras. Il dit « Il avait raison. » Marcel le regarda avec ses yeux clairs et dit « Oui, il avait souvent raison. » Puis elle lui fit signe de continuer, d'un geste de la main à la fois tendre et impérieux. À midi, l'appartement d'Aubervilliers était vide. Ils le laissèrent avec les fenêtres entr'ouvertes comme Lucie le voulait, pas par superstition, mais parce qu'elle aimait l'idée que l'air de 30 ans d'une vie pouvait sortir doucement plutôt que d'être enfermé. Elle resta seule dans les pièces vides pendant 5 minutes. Renaud attendit dans le couloir, sans entrer, sans frapper, sans lui demander si elle allait bien. Il attendit simplement, appuyé contre le mur de l'escalier, les bras croisés, regardant le carrelage usé du palier. Quand elle ressortit, les yeux pas rouges mais le visage avec quelque chose de posé dedans, comme quelqu'un qui vient de refermer un livre important, il dit juste « On y va ?» Elle dit « On y va ». Le nouvel appartement du 19e sentait la peinture fraîche et ce vide propre des espaces neufs qui attendent d'être habités. Ils installèrent les meubles dans l'après-midi avec les débats inévitables sur l'emplacement du canapé et la logique de la cuisine, avec les fous rires qui surgissent quand 4 personnes essaient de faire passer une armoire dans un couloir trop étroit. Madame Okonkwo décida que la cuisine devait sentir quelque chose de bon avant la nuit, et sortit de son sac une casserole et des épices qu'elle avait apportées de chez elle, de la soupe au poulet, simple, parfumée au gingembre et au citron vert, qui emplit l'appartement de cette chaleur olfactive que les espaces neufs n'ont pas encore et qui fait d'une maison quelque chose de vivant. Ils mangèrent tous assis par terre dans le salon, pas encore meublé de façon définitive, les bols sur les genoux, le pain en tranches posé sur un carton retourné qui servait de table. Marcel dit que c'était la meilleure soupe qu'elle avait mangée depuis des mois. Madame Okonkwo dit qu'elle lui apprendrait la recette. Marcel dit qu'à 90 ans, on apprenait encore des choses et que c'était la preuve qu'on était encore vivant. Renaud mangea sa soupe et regarda ces gens autour de lui. Lucie, par terre, en tailleur, avec son bol, les cheveux détachés tombant sur l'épaule, riant de quelque chose que Fatou disait sur son patron de l'atelier. Madame Okonkwo qui servait tout le monde une deuxième fois sans demander. Le fils de Madame Okonkwo qui avait trouvé une chaîne de radio sur son téléphone et l'avait posée au centre du cercle pour que la musique soit là sans être envahissante. Marcel qui mâchait lentement, les yeux mi-clos, avec l'expression de quelqu'un qui est exactement là où il faut être. Il pensa à son appartement du 16e, 240 mètres carrés, lumière design, cuisine équipée par un architecte d'intérieur, et tous ces soirs, seul, debout dans cette cuisine, à manger des choses commandées dans des boîtes. Il ne trouva pas de comparaison dans laquelle le 16e gagnait quelque chose d'essentiel. Les semaines qui suivirent furent une construction. Pas spectaculaire, pas linéaire, une construction avec des jours simples et des jours difficiles, des progrès et des reculs, des malentendus résolus et des silences qu'ils apprenaient à lire correctement. Renaud annulait des réunions du soir moins rarement, pas toujours. Son travail existait et il n'avait pas l'intention de le nier, et Lucie n'aurait pas respecté quelqu'un qui sacrifiait ses responsabilités professionnelles sur l'autel d'un romantisme de façade. Mais il apprenait à choisir, à regarder un agenda et à décider que telle réunion pouvait attendre au lendemain matin et que telle soirée ne pouvait pas être reportée. C'était un apprentissage lent, avec des rechutes, des semaines, où le chantier de la défense reprenait tout l'espace
et où il disparaissait dans le travail avec cette intensité d'absorption totale qui avait été sa façon de vivre pendant des années. Ces semaines-là, Lucie ne le confrontait pas. Elle observait, nommait ce qu'elle voyait quand c'était le bon moment et continuait sa propre vie avec la même régularité. Elle avait ses matins au sentier, ses soirées avec Marcel, son carnet de croquis qu'elle ouvrait parfois le week-end pour dessiner des pièces de couture qu'elle ne fabriquait pas encore, des projets qui dormaient en attendant que le temps ou les ressources les rendent possibles. Un soir, Renaud avait trouvé ce carnet ouvert sur la table de la cuisine du nouvel appartement et l'avait feuilleté avec la permission silencieuse qu'on s'accorde devant quelque chose de beau laissé visible. Les dessins étaient précis, techniques et poétiques à la fois. Des manches avec des détails d'assembly en marge, des cols avec des notes sur les tissus, des silhouettes esquissées avec une économie de traits qui capturait l'essentiel sans en faire trop. Il avait dit, quand elle était rentrée et l'avait trouvé avec le carnet, « Vous devriez faire ça ». Elle avait dit, « Je fais déjà ça ». Il avait dit, « Non, les faire vraiment, les vendre ». Elle l'avait regardé. Il avait dit « Pas pour l'argent, parce que c'est exactement ça que vous avez envie de faire et que ça se voit dans chaque dessin. » Elle avait repris le carnet sans répondre, mais elle l'avait gardé ouvert sur la table les jours suivants, ce qui n'était pas la même chose que de le fermer. Mars arriva. Le froid lâchait par intermittence, laissant passer des après-midi où l'air avait cette légèreté fragile du début du printemps qui ne sait pas encore s'il a le droit d'être là. Un dimanche de mars, Lucie proposa d'aller au but Chaumont. Le parc était à 2 rues. Marcel ne pouvait pas marcher longtemps, mais aimait s'asseoir sur un banc et regarder l'eau. Ils y allèrent tous les trois, Marcel avec son déambulateur sur les allées plates, Lucie à son côté, Renaud légèrement en arrière d'abord puis naturellement à côté d'elle, dans ce rythme lent qui était celui de Marcel, et que ni lui ni Lucie ne cherchèrent à accélérer. Ils trouvèrent un banc face au lac. Marcel s'installa avec le soin méticuleux de quelqu'un dont chaque mouvement demande de la concentration, posa les mains sur les genoux, regarda l'eau. Les enfants couraient sur le chemin derrière eux avec cette énergie désordonnée et joyeuse des enfants dans les parcs, leurs cris arrivant en vagues dans l'air frais. Un canard traversait le lac avec la dignité imperturbable des canards qui ignorent absolument tout ce qui ne les concerne pas. Marcel dit, sans se tourner vers eux, les yeux sur le lac, « Henri et moi, on venait ici les dimanches quand on habitait Belleville. Il y a 60 ans. Les bancs étaient les mêmes. L'eau était pareille. » Elle s'arrêta une seconde, puis ajouta, « C'est bien les choses qui restent. » Renaud regarda le lac. Lucie regarda sa grand-mère. Il y eut entre eux trois, sur ce banc face à l'eau, quelque chose de silencieux et de complet. Une de ces minutes rares où le présent s'installe dans le corps avec une netteté particulière, où on sait, sans pouvoir le formuler précisément, qu'on est à l'endroit exact où il faut être. Ce n'était pas un bonheur de conte de fées. Ce n'était pas la résolution parfaite d'une histoire bien construite. C'était plus petit que ça et infiniment plus réel. 3 personnes sur un banc en mars, le lac en face, des enfants qui criaient derrière, et une vieille femme de 90 ans qui regardait l'eau avec les yeux de quelqu'un qui a eu la chance d'aimer longtemps. Renaud pensa à son père dans ce fauteuil à Neuilly, la nuit d'octobre où tout avait commencé. Il pensa à ce que Gérard avait porté pendant 30 ans, cette dette non formulée, cette promesse tacite entre 2 hommes dans un café, le poids discret mais constant de quelque chose d'inachevé. Il pensa à Henri Ferrand qu'il n'avait pas connu, qui avait donné de l'argent sans contrat et demandé en retour quelque chose qu'on ne pouvait pas acheter. Il pensa à toutes les façons dont cette histoire aurait pu mal finir. Lucie épousée par obligation et traitée comme telle, la dette honorée dans la forme mais trahie dans le fond, 2 vies parallèles s'ignorant poliment sous le même toit. Il pensa à combien il avait failli être cet homme-là, combien il avait été pendant un dimanche, et une phrase dite sans réfléchir, exactement cet homme-là. Lucie posa la main sur la sienne sur le banc. Pas un grand geste, juste la main posée là, légère, réelle. Il ne bougea pas. Il regarda le lac, les canards, les enfants au loin, la lumière de Mars sur l'eau qui faisait des éclats brefs et brillants à la surface, comme si le lac respirait.
Les mois qui suivirent eurent la texture des choses qui se construisent sans qu'on les surveille constamment, non pas parce qu'on les néglige, mais parce qu'on a appris à leur faire confiance. Avril arriva avec les marronniers en fleurs sur les boulevards, ce blanc cassé et ce rose pâle qui durent 2 semaines et qu'on oublie de regarder quand on est pressé, et que Renaud regardait maintenant depuis les fenêtres du métro avec une attention qu'il n'avait pas eue pendant des années. Mais apporta les premières chaleurs douces, les terrasses de café ouvertes dès 10 heures du matin, les Parisiens qui sortaient leurs vestes légères avec un enthousiasme légèrement anticipé sur la saison réelle. Et avec le printemps vint une transformation qui ne ressemblait pas à une transformation parce qu'elle se faisait dans les détails ordinaires, dans les choix quotidiens, dans ces petits renoncements et ces petites décisions qui ne portent pas de nom, mais qui change la forme d'une vie de l'intérieur. Renaud annula un voyage d'affaires à Dubaï en avril. Pas parce qu'il était obligé de le faire, le voyage était important, un partenariat que ses associés suivaient depuis 6 mois. Il l'annula parce que Marcel avait eu une mauvaise semaine, une chute légère dans la salle de bain, sans gravité physique, mais avec cette fragilité accrue qui suit les chutes chez les très vieux. Et il avait vu Lucie rentrer le soir, avec ce visage qui n'exprimait pas la panique, mais portait la fatigue silencieuse de quelqu'un qui supporte trop seul. Il avait demandé à son directeur commercial de le remplacer à Dubaï. Puis il était allé dans le 19e, avec 2 sacs de courses, et avait cuisiné, mal, avec les instructions de Lucie données depuis le couloir, pendant qu'elle aidait Marcel à se coucher. Une soupe qui n'était pas aussi bonne que celle de Madame Okonkwo, mais qui était chaude et faite avec les mains de quelqu'un qui était là. Lucie ne lui dit pas merci de façon formelle. Elle s'assit à la table de la cuisine après que Marcel fut endormi et mangea la soupe en regardant Renaud de l'autre côté de la table, et après quelques minutes de silence, elle dit « Vous n'étiez pas obligé ». Il dit « Je sais ». Elle dit « C'est pour ça que ça compte ». Il ne répondit pas, mais il pensa que c'était peut-être la chose la plus importante qu'elle lui ait dite depuis le couloir de cette sacristie en novembre. Pas parce qu'elle le remerciait, mais parce qu'elle lui montrait qu'elle voyait la différence entre ce qu'on fait par obligation et ce qu'on fait par choix, et qu'elle accordait à cette différence exactement le poids qu'elle méritait. Il apprit à cuisiner correctement au mois de mai. Pas les plats élaborés de chef étoilé qu'il avait mangés pendant des années dans des restaurants du 8e. Des choses simples, des plats qui demandaient du temps et de l'attention plutôt que de la technique sophistiquée. Une blanquette de veau que sa mère lui enseigna au téléphone un dimanche après-midi avec une patience qu'il ne lui avait pas vue souvent. Un gratin dauphinois qui rata la première fois et réussit la deuxième, avec une croûte dorée dont il fut sincèrement fier d'une façon qu'il ne s'expliquait pas bien et qu'il n'essaya pas d'analyser. Des œufs cocottes que Marcel lui demanda de refaire 3 fois en disant que c'étaient les meilleurs qu'elle avait mangés depuis des années, ce qui était probablement de la bienveillance exagérée, mais qu'il reçut avec une gratitude sincère. Lucie regardait cette transformation avec une attention tranquille, sans la commenter directement, sans en faire un événement. Elle avait cette façon de recevoir les changements des gens, non pas avec des applaudissements qui auraient sonné faux, mais avec une présence accrue, une légère ouverture, comme une fenêtre qu'on entr'ouvre de quelques centimètres supplémentaires quand l'air dehors devient meilleur. Il sentait cette ouverture progresser, pas dramatiquement, pas avec des déclarations, dans la façon dont elle s'asseyait un peu plus près à table, dans les textos qu'elle lui envoyait parfois en journée pour rien de précis, juste un détail vu dans la rue ou une remarque sur quelque chose qu'elle lisait, dans la façon dont elle dit son prénom pour la première fois sans le faire exprès, naturellement, dans une conversation sur autre chose. Renaud regarde et s'arrêta une seconde sur ce prénom prononcé comme s'il l'étonnait. Elle-même, il ne le fit pas remarquer. Il continua la conversation, mais il le garda. Il y eut une nuit de mai, tard, dans la cuisine du 19e. Renaud était resté après le dîner. Marcel dormait depuis 9 heures, et ils étaient tous les deux à la table avec du thé qui refroidissait,
La fenêtre de la cuisine entr'ouverte sur le jardin partagé où les premiers lilas de la saison envoyaient leur parfum dense et presque trop fort dans l'air de la nuit. Lucie avait son carnet de croquis ouvert devant elle. Pas pour travailler, juste pour regarder, de la façon dont on regarde des choses qu'on aime sans raison particulière. Renaud avait demandé, doucement, si elle avait pensé à ce qu'il lui avait dit en février. Les pièces du carnet, les faire vraiment. Elle avait gardé le silence un long moment. Puis elle avait dit qu'elle y pensait depuis des semaines, qu'elle avait calculé ce qu'il faudrait pour louer un petit atelier, pour acheter les matières premières, pour tenir 6 mois sans revenu garanti. Les chiffres ne fonctionnaient pas avec son salaire seul. Renaud avait dit, simplement, sans introduire ni emballer, « Je peux financer les 6 premiers mois. » Pas comme un investisseur, comme quelqu'un qui croit en ce que tu fais. Elle l'avait regardé. Il avait dit, « C'est à toi de décider. Si tu dis non, on n'en reparle pas. Si tu dis oui, on établit des conditions claires qui te donnent le contrôle total de ce que tu crées. » Il n'avait pas dit « nous » au lieu de « tu ». Il avait dit « tu », et c'était juste, parce que c'était son projet, sa vision, ses mains dans ses tissus depuis 12 ans. Elle avait regardé le jardin par la fenêtre, le lilas dans le noir. Elle avait dit, après un temps long, « Donne-moi 1 semaine ». Il avait dit, « Prends le temps qu'il te faut ». Elle avait dit, « 1 semaine suffira ». La semaine passa. Elle dit oui un samedi matin, debout dans la cuisine avec son café, sans cérémonie, comme si elle communiquait une décision déjà prise depuis plusieurs jours et qu'elle avait juste attendu d'être sûre de ne pas vouloir la défaire. Il dit « bien », ce même mot « bien », qu'il avait dit au téléphone dans le métro en janvier, quand elle avait accepté l'appartement. Elle reconnut le mot. Quelque chose dans ses yeux le dit. Elle but son café et ouvrit son carnet à une nouvelle page. L'atelier fut trouvé en juin, rue du Verbois, dans le 3e arrondissement, une pièce de 40 mètres carrés au rez-de-chaussée d'un immeuble haussmannien, avec de grandes fenêtres qui donnaient sur la rue et laissaient entrer la lumière du matin pendant 4 heures. Les murs étaient blancs. Le sol était en parquet ancien légèrement gondolé par endroits, et il y avait dans l'angle une poutre en bois sombre qui traversait le plafond, et à laquelle Lucie accrocha ses premières bobines de fil comme si elles avaient toujours été là. Elle installa sa machine à coudre professionnelle face à la grande fenêtre, son établi à côté, ses ciseaux dans leur étui de cuir sur le rebord. Elle mit ses croquis épinglés au mur, pas encadrés, juste épinglés, provisoires et permanents à la fois. Le premier matin où elle ouvrit l'atelier, Renaud vint avant de partir au bureau. Il apporta 2 cafés dans des gobelets de la boulangerie du coin. Pas la boulangerie de Belleville, où il l'avait entendu rire pour la première fois, sans savoir qui elle était, mais une autre boulangerie dans le 3e, qui deviendrait la leur, avec un patron qui apprendrait leur prénom en 2 semaines et réserverait les derniers croissants aux amandes jusqu'à 8 heures, parce que Lucie aimait les croissants aux amandes et arrivait toujours à 8 heures moins le quart. Renaud lui tendit le gobelet. Elle était debout au milieu de l'atelier vide, les mains dans les poches de sa blouse de travail grise, regardant l'espace, avec cette expression des gens qui voient quelque chose qui n'existe pas encore, mais qu'ils voient quand même. Il ne dit rien. Elle ne dit rien. Ils burent leur café dans le silence de cet atelier qui sentait encore la peinture fraîche et le vieux bois, avec la rue qui commençait à s'animer dehors, les livraisons du matin, les premiers passants, Paris qui reprenait son rythme de jour. Puis, Lucie posa son gobelet sur l'établi, ouvrit son carnet à la première page non remplie et commença à dessiner. Renaud finit son café, posa le gobelet vide à côté du sien, dit à tout à l'heure, et sortit. Dans le métro, ligne 3 jusqu'à Opéra, debout dans la rame matinale avec les autres, il pensa à un homme dans un café de la rue de Rivoli en 1994 qui avait donné de l'argent sans contrat et demandé en retour quelque chose qu'on ne pouvait pas acheter. Il pensa qu'Henri Ferrand avait peut-être su, d'une façon ou d'une autre, que les dettes les plus importantes ne se remboursaient pas en argent, mais en façon d'être, en présence, en attention, en choix fait, jour après jour, en faveur de quelque chose de réel plutôt que de quelque chose de commode. Il pensa à son père dans ce fauteuil, la voix lente et précise, racontant une histoire qu'il portait depuis 30 ans. Il pensa à sa mère qui avait silencié quand il avait dit cette phrase,
Cette phrase qu'il ne pouvait pas défaire, mais qu'il pouvait, peut-être, passer sa vie à contredire par tout ce qu'il ferait ensuite. Il pensa à Lucie dans cet atelier rue du Verbois avec son carnet ouvert et ses ciseaux sur le rebord, à Marcel sur le banc des buttes Chaumont, regardant le lac avec les yeux de quelqu'un qui a eu la chance d'aimer longtemps, à Madame Okonkwo avec son chapeau rouge dans une église de Belleville un samedi de novembre, à une salle d'attente au néon clignotant et à une phrase dite avec une précision tranquille. « C'est bien de savoir que vous savez encore faire ça. » La rame s'arrêta à Opéra. Les portes s'ouvrirent. Renaud sortit dans la lumière de juin avec les autres, avec tous les autres, dans cette ville qui ne s'arrêtait jamais, qui portait des millions de vies simultanées sans en privilégier aucune, qui avait été le décor de tout ce qui s'était passé et qui continuait indifférente et magnifique. Il marcha vers son bureau. Il pensait à ce soir. Il dînerait dans le 19e. Lucie cuisinerait quelque chose de simple. Marcel regarderait sa série policière en sourdine dans le salon et lui s'assoirait à cette table de cuisine qui sentait encore légèrement la soupe au gingembre de Madame Okonkwo et il serait là, vraiment là, sans l'écran du téléphone entre lui et le monde. Ce n'était pas la vie qu'il avait planifiée. Ce n'était pas la vie qu'aucun patriarche avait pu promettre dans un café de la rue de Rivoli. C'était quelque chose de plus difficile à obtenir et de plus difficile à perdre. Une vie qu'ils avaient construite en regardant l'un l'autre vraiment, sans les filtres du jugement précipité, sans la protection commode des rôles attendus. Une vie faite de métro à 7 heures, de café dans des gobelets en carton, de soupes ratées et réussies, de carnets de croquis ouverts sur des tables de cuisine, de bancs face à un lac en mars, de mains posées sans grand geste sur d'autres mains. Et là, dans cette rue de Paris, en juin, avec les platanes qui faisaient de l'ombre sur le trottoir, et les livreurs qui klaxonnaient, et les terrasses qui commençaient à s'installer pour la journée, Renaud comprit que la vraie richesse n'avait pas de chiffre d'affaires, ne se gérait pas depuis un bureau au 16e, ne s'affichait pas dans la longueur d'un CV, ni dans la surface d'un appartement. Elle se trouvait dans les 40 minutes passées dans un couloir d'hôpital sans regarder le téléphone. Elle se trouvait dans la façon dont une femme levait le menton au moment où elle avait le plus de raisons de le baisser. Elle se trouvait dans les choix quotidiens et discrets de quelqu'un qui décide, matin après matin, d'être présent plutôt que protégé. Ce n'était pas de l'amour de conte de fées. C'était quelque chose de plus exigeant et de plus solide. C'était de l'amour réel, construit sur des erreurs reconnues et des recommencements choisis, sur du respect donné avant d'être demandé, sur la découverte lente et irremplaçable de ce que quelqu'un est vraiment quand on prend enfin la peine de regarder. Et ça, il le savait maintenant, valait toutes les promesses que deux hommes auraient pu sceller dans tous les cafés du monde.